Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour notre webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Réduire la pollution locale avec un focus sur la caractérisation des déchets. Donc, ça fait partie d'un cycle de plusieurs webinaires qui sont organisés pour les organisations en Afrique et donc qui visent à partager les expériences de nos différents partenaires au Sahel. Donc, on va être ensemble là de 10h30 jusqu'à midi. On peut passer. Donc, quelques informations pratiques. Donc, ce webinaire va être enregistré et il sera ensuite disponible en rediffusion sur le site web de Climate Action Accelerator et sur la chaîne YouTube. Donc, le son et la vidéo sont désactivés par défaut, vous avez dû remarquer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat, dans la section questions-réponses. Et au fur et à mesure, on lira les questions pendant les parties qui seront vraiment dédiées aux questions et réponses. Il y a une traduction en anglais qui est disponible via Zoom. Et on va vous montrer tout à l'heure après comment activer les sous-titres si nécessaire. Et donc là, on vous met le lien aussi vers la page des webinaires qui sont tous accessibles sur le site. Donc, pour passer au programme, donc là, voilà, on a quelques minutes d'introduction. Après, on aura Pascal Carré qui va nous présenter l'outil de caractérisation monitoring des déchets. Et on aura la chance d'avoir deux retours d'expérience. Donc, un premier de AMCP-SP, puis un deuxième de Agora. Et entre les deux, on aura encore une fois des sessions de questions-réponses pour que tout le monde puisse rebondir directement sur les présentations qui sont faites. Et enfin, on aura un dernier volet pour quelques remarques, questions finales. Donc, on parlait de traduction tout à l'heure. Donc, si vous avez des difficultés pour activer les sous-titres sur Zoom, vous pouvez voir comment faire ici. Dans la barre en haut, vous avez la fonctionnalité afficher les sous-titres. Et ensuite, vous pouvez choisir la langue en laquelle traduire, donc par exemple en anglais. Maintenant, pour revenir rapidement sur ce qu'est le Climate Action Accelerator, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais je vais réexpliquer rapidement. Donc, le Climate Action Accelerator, c'est une organisation à but non lucratif qui est basée à Genève, en Suisse, et dont le but est de mobiliser le maximum d'organisations au niveau international afin justement d'amplifier la mise en œuvre de solutions pour le climat, pour augmenter la résilience au changement climatique et essayer de contenir le réchauffement de la planète sous 2 degrés. Donc, on a plusieurs objectifs, 3 grands objectifs. Donc, l'idée, c'est déjà de rendre possible. Donc, on va donner les moyens, les outils, etc. aux organisations pour renforcer la résilience et réduire l'impact environnemental et climatique d'ici 2030. Et comment on le fait? Donc, à travers un pôle d'expertise et différentes ressources qui sont notamment accessibles sur le site et après dans le cadre des accompagnements. L'idée, c'est aussi d'entraîner, donc vraiment d'essayer d'insuffler une dynamique et de transformer du coup les organisations, les partenaires en ambassadeurs, ambassadrices du changement pour qu'ils puissent mobiliser et entraîner leurs réseaux et leurs écosystèmes. Et enfin, la notion de partage est très importante pour justement aller plus loin. Donc, en ayant l'idée de construire une communauté d'action globale composée de tous les partenaires avec lesquels le CAA travaille pour partager les solutions pour le climat comme un bien commun universel pour justement augmenter et diffuser le déploiement et donc l'impact. Donc, quelques organisations avec lesquelles on travaille. Donc, aujourd'hui, on travaille avec plus de 30 partenaires. Donc, ICRC, MSF, Alima, Terre des Hommes. Et après, on a eu 2 cycles collectifs avec le premier cycle en Afrique, avec le premier cycle composé des partenaires d'Alima et le deuxième cycle
composé d'ONG, membres de la plateforme des ONG européennes au Sénégal. Donc, on a la chance aujourd'hui justement d'avoir deux intervenants. Donc justement, Oumou, qui va nous parler du cas de AMCP-SP, donc qui est spécialiste en mobilisation des ressources et dont le rôle au sein de AMCP-SP est de renforcer les capacités institutionnelles et la résilience des communautés avec lesquelles AMCP travaille face aux défis sanitaires et environnementaux. Ensuite, on a aussi, donc, Oumou, c'est plutôt le cycle collectif numéro 1, donc AMCP étant l'un des partenaires locaux d'Alima au Mali. Ensuite, donc, on a Ababacar Fall qui va représenter le cycle collectif 2, donc, qui est chargé de projet et responsable du pôle autonomisation pour l'ONG Agora, qui est basé à Saint-Louis. Donc au Sénégal, et qui met en œuvre des projets d'entrepreneuriat et de formation dans les communautés du nord Sénégal. Donc ce sont deux personnes qui ont été justement en charge de tout le volet monitoring, caractérisation des déchets quand on a eu à faire cette phase-là dans le cadre de l'accompagnement des cycles collectifs. Donc, merci à Oumou et à Babacar d'être avec nous ce matin pour nous partager leurs expériences. Et je vais donc laisser la parole à Pascal pour que justement il nous introduise autour de la gestion des déchets en Afrique et plus particulièrement la caractérisation des déchets. Vas-y, Pascal. Oui, merci Marion. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis Pascal Carré, je travaille au Climate Action Accelerator. Donc, on supporte un certain nombre de partenaires dans leur processus de décarbonation. On travaille en particulier sur les déchets et sur un point qu'on appelle la caractérisation des déchets. L'idée pour nous, c'est de mieux connaître les déchets qu'on produit pour pouvoir les gérer. L'idée, c'est qu'on a vraiment une influence, on peut agir que sur ce qu'on peut mesurer. Donc, la caractérisation des déchets, ça va être une mesure de ces déchets que chaque organisation produit. Donc, cette caractérisation, elle va permettre de déterminer trois choses essentielles. C'est la composition des déchets, quel type de déchets on a dans nos projets ou dans nos bureaux. Donc, c'est une partie d'analyse qualitative. Leur quantité de plastique, quantité de carton, de métal. Donc, ce sera plutôt de l'analyse quantitative et on va essayer aussi de déterminer le mode de traitement et la destination finale de chaque déchet. L'idée, en gros, ce qu'on veut faire, on va y revenir en détail, mais c'est ça. Donc, au départ, on trie et on collecte les déchets séparément. On les pèse et on note les poids aussi séparément par type de déchets. On fait une compilation et une analyse des résultats et à partir de ça, on établit un plan de gestion de déchets qui soit spécifique, adapté à tel projet ou telle organisation. Donc, on va revenir en détail là-dessus. Notre caractérisation se passe en 5 étapes. Donc, 2 étapes préparatoires, donc définition du périmètre au départ et prévision des aspects matériels, logistiques et humains. Ensuite, la mise en œuvre avec le tri, la collecte, la pesée, l'enregistrement.
et après l'analyse qui nous permet de faire notre plan d'action. Donc, on va revenir sur ces étapes séparément. La première étape où on va définir le périmètre de notre exercice de caractérisation. Alors, au départ, on choisit les activités ou les sites ou les projets qui vont être concernés par le travail. Une période de collecte des données. Alors, on pense qu'une période de 1 mois permet de couvrir la plupart des besoins plus courts. On risque de pas avoir une collecte significative. Donc, on pense que c'est à partir d'1 mois que la collecte des déchets va être significative. Donc, idéalement, il faut le refaire 2 ou 3 ou 4 fois par an pour voir comment on avance et comment on peut corriger le processus et définir les catégories de déchets. Donc, les catégories de tri, donc de déchets, donc ça, je vais y revenir. Une précision, ça ne concerne que les déchets solides et pas les déchets liquides. Les déchets liquides, ça implique d'autres approches qui sont vraiment spécifiques. Donc ici, on ne va parler que de déchets solides. Voilà, et les catégories de déchets, c'est quelque chose comme ça. Ici, ce sont beaucoup les catégories européennes. Ça permet d'avoir une nomenclature officielle, donc c'est les catégories de l'Union européenne. Pour les déchets médicaux, c'est les catégories de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, et pour les déchets de garage, ça va être plus une expérience de l'expérience de grosses ONG comme MSF ou le CICR. Donc là, on a les catégories essentielles de déchets. À l'intérieur, ça peut être détaillé. Il peut y en avoir d'autres, mais là, c'est dans ce qu'on a observé, c'est le plus fréquent. Voilà, l'autre étape de la préparation, c'est s'occuper des aspects logistiques. Former l'équipe de gestion des déchets, au tri, bien sûr. Sensibiliser l'ensemble du personnel. Il y a 1, 2 ou quelques personnes qui vont s'occuper de la gestion des déchets, mais il faut que tout le personnel soit embarqué pour que tout le monde participe au tri. C'est le problème de chacun, et le tri. Donc, on forme l'équipe, mais on sensibilise toutes les personnes concernées. Après, à partir de nos catégories de déchets, on va préparer des tableaux de collecte de données. Donc ça, je vais y revenir à la vue suivante. On identifie les sites de collecte, donc où on va mettre nos poubelles, le plus pratique possible pour tout le monde, où on va les stocker après ces poubelles et où on va peser les types de déchets. Et donc, il faut également fournir le matériel de collecte. C'est des poubelles ou des conteneurs appropriés. Pour du médical, ça peut être des boîtes à aiguilles, etc. Un local pour la peser. La balance, alors moi je conseille les balances de ce type Solter qui sont très pratiques d'utilisation, où on peut accrocher un sac sans problème. Et les équipements de protection pour les travailleurs, donc pour les gens qui s'occupent directement de la gestion des déchets. Donc gants, lunettes de protection, tabliers et chaussures de sécurité selon le cas. Alors, je parlais de préparation des tableaux de collecte. Nos tableaux de collecte, ils se présentent comme ça.
Donc, en arrière-fond, on voit un grand tableau pour le mois de janvier où il y a toutes nos catégories de déchets qu'on a vu précédemment. Et on va remplir donc, pour les déchets généraux, on voit que le premier, c'est papier et carton. On a tous les jours du mois. Si on fait la collecte une fois par semaine, on remplit dans la case le nombre de kilos collectés qui va s'afficher en bas. Et on a un onglet pour chaque mois et automatiquement, ça va se reporter dans un onglet annuel. Donc, on va avoir une vision exactement de quel type de déchets on produit, papier, métal, médical ou déchets électroniques et combien. Voilà, et au final, donc, chaque tableau mensuel va se reporter dans un tableau annuel qui est dans le même fichier. Après, donc, on passe à la première étape de mise en œuvre, le tri et la collecte. Donc, on a fourni le matériel de trier juste à l'étape précédente. Donc, les déchets sont triés par catégorie dans des conteneurs spécifiques. Certains déchets vont devoir être collectés dans des conteneurs spécifiques. Ça dépend le type d'activité. Je pense surtout aux boîtes à aiguilles, mais il peut y en avoir d'autres. Ce qui est important, c'est de collecter les déchets au plus près de la source de production. Comme ça, il y a moins de risques et moins de manipulation. Et puis, à partir de là, les déchets vont être transportés jusqu'au site de pesée ou de caractérisation. Donc, l'étape 4, on est toujours dans la mise en œuvre, c'est la pesée et l'enregistrement. Donc, les déchets sont pesés par catégorie. Les poids sont enregistrés, sont notés aussi par catégorie. Alors, ça peut être sur un support papier, puisque là, on est quand même dans la zone de gestion des déchets, ou sur une tablette, c'est possible. Certaines équipes l'ont fait sur Kobo, c'est tout à fait possible. Et ensuite, les données sont collectées, sont régulièrement compilées dans le tableau de suivi que je vous ai montré précédemment. Voilà, alors là, on a un exemple de ce tableau de suivi qui a une autre forme que le tableau standard bleu que je vous ai montré avant, mais qui est exactement le même. Donc ça, c'est un exercice qu'on a fait avec SOS Médecins Burkina Faso. Donc, complètement à gauche, on a les projets verticalement, le siège, le projet 1, le projet 2. Ensuite, les différents types de déchets qui ont été choisis en collaboration avec l'organisation. Hein. Par exemple, s'ils ne font pas de médical, on va mettre les déchets médicaux. S'il n'y a pas de construction, bien sûr, on ne met pas le déchet de construction. Donc, là, il y a le tableau qui avait été préparé spécialement pour SOS Médecins avec les catégories dont ils ont besoin et qui sont remplis. Donc, pour le plastique, on voit projet siège bureau 2,5 kg, projet 1 6,2 kg, projet 2 0. Voilà, pour toutes les catégories de déchets. Et pour les 3 projets de SOS Médecins Burkina Faso. Voilà, à partir de ce tableau, on passe à l'étape 5, c'est l'analyse des données. Alors, les chiffres qu'on voit sur le tableau sont assez parlants. On peut les ramener en pourcentage comme on le voit sur la ligne d'en bas. 19% pour le plastique, 8% pour le papier et le carton, 0,5% pour le métal. Donc, on a le résultat de 100% au bout.
Et on voit que ça nous donne le nombre de déchets par projet et par type de, déchets. Donc, pour le siège bureau, ça fait 9% des déchets totaux de SES médecins. Et le plastique, on voit que ça fait 19%. Donc là, on peut ressortir les chiffres les plus élevés. Les 6,2 kg de plastique produits par le projet 1, les 31,8 kg de déchets généraux produits par le projet 2, la destination finale pour tous ces déchets généraux qui n'est pas mentionné pour le projet 2. Voilà, on voit tous les qualités et les quantités de déchets qu'on a. Et ça permet de prendre les dispositions et de mettre en place les systèmes de recyclage ou de traitement adaptés. Voilà, alors on peut en faire aussi un camembert comme ça qui est plus parlant. Alors là, on verra que les 72% des déchets généraux, ça pose un problème. Il faut le fractionner. Il faut qu'on voit ce qu'il y a là-dedans et peut-être rajouter une ou plusieurs catégories de déchets pour pouvoir fractionner cette trop grande partie de déchets généraux. Après, on a 19% de plastique, 8% de papier et un petit peu de métal. Voilà. Donc, l'étape 5, c'est déterminer les actions à mettre en œuvre. On analyse les résultats qui permettent d'identifier les tendances en matière de production de déchets. On a vu que sur un projet, on produisait plus de 6 kg de plastique par mois. Ça, c'est une information importante. Il faut voir d'où ça vient et on peut travailler là-dessus. Donc, ça permet aussi de fixer des objectifs de réduction. Par exemple, réduire le plastique, ce qui peut être fait à partir des achats, des objectifs de recyclage et des objectifs de traitement. Si on a beaucoup de papier, de carton, on va chercher des recycleurs dans le domaine du papier et du carton ou du plastique ou du métal. Donc, c'est à partir des chiffres qu'on trouve dans nos tableaux, les chiffres saillants les plus importants, ce qui est ou les matériaux les plus polluants. Il faut bien s'occuper du plastique qui est particulièrement polluant. À partir de ce qu'on voit dans ce tableau, on peut déduire des actions à mettre en œuvre et on établit un plan de gestion de déchets ou qui peut être court, mais qui, en fonction des déchets que l'on sait que l'on produit, on regarde en face en même temps comment on peut les traiter et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ce plan sera adapté à la structure ou à l'organisation ou au projet en prenant en compte exactement les quantités de déchets produits. Voilà, je vous remercie. On peut faire une séance de questions-réponses. Voyons. Oui, du coup, merci beaucoup Pascal pour la présentation. Je ne sais pas si parmi les participants en ligne, il y a des questions par rapport à cette explication justement de tout le process de caractérisation. Non, alors dans le chat, il n'y a pas de questions. Peut-être qu'on peut continuer et Ok, en discuter à la fin. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat si jamais vous en avez de toute façon.
Du coup, merci beaucoup, Pascal. On va du coup passer à nos intervenants pour les cas pratiques, justement, voir comment on a réussi à concrétiser ce process de caractérisation. Euh, du coup, peut-être, oui, voilà. Et donc, on va passer la parole à Oumou, qui va pouvoir justement ben, commencer par nous présenter AMCP, SP, puis ben, rentrer justement plus dans le détail de la caractérisation des déchets qu'ils ont eu à faire l'année dernière avant justement de pouvoir établir leur feuille de route et de définir les solutions en termes de gestion des déchets. Donc, Oumou, je te passe la parole. Merci beaucoup, Marion. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de pouvoir partager aujourd'hui l'expérience de l'Alliance médicale contre le paludisme santé et population, euh, qui est une organisation nationale malienne qui s'est engagée à intégrer euh, l'action climatique dans ses interventions humanitaires et sanitaires. Donc, l'Alliance médicale contre le paludisme santé population est abrégée en MCPSP. C'est une organisation apolitique à but non lucratif. Donc, elle a été créée le 9 janvier 2010 et érigée en organisation non gouvernementale le 7 mars 2014. Donc, nous intervenons aujourd'hui dans 16 régions et districts sanitaires à travers le Mali. Donc, la mission vraiment de l'AMCP, c'est de contribuer à soulager les souffrances humaines et donner l'espoir. Donc, à l'origine, nous intervenons principalement dans les domaines de santé publique et de la lutte contre le paludisme. Mais au fil des années, notre champ d'action s'est élargi pour englober la santé maternelle, infantile, la nutrition, protection, le genre, la protection de la santé et aujourd'hui, de façon vraiment très concrète, l'environnement et le climat. Donc, notre vision est celle d'un développement durable et résilient et à faible émission de carbone qui tient compte des réalités locales et renforce les capacités des communautés à faire face aux défis du changement climatique. Donc, ce que nous avons appris, c'est qu'il est aujourd'hui impossible vraiment de dissocier tout ce qui est action humanitaire et sanitaire de l'urgence climatique. Donc, les populations vulnérables sont aussi les plus exposées aux effets du changement climatique. Donc, c'est pourquoi notre engagement environnemental n'est pas accessoire. Donc, il est au cœur de notre action. Jaco. Pour replacer notre action dans le contexte national, il est important de rappeler que le Mali et a adopté en 2023 sa contribution déterminée au niveau national, qui est le document d'engagement du pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Donc, dans cette contribution, le Mali s'est engagé, disons, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et dans ce document-là, il était dit on allait réduire 31% dans le secteur de l'énergie, 25% dans l'agriculture, 39% dans l'utilisation des terres forestières et c'est 31% dans le secteur des déchets. Donc, ces engagements, c'est vrai, c'est ambitieux, mais surtout dans un contexte marqué par la désertification, la sécheresse répétée, les inondations, la dégradation des terres et la perte de la biodiversité. Donc, ces phénomènes aggravent vraiment la vulnérabilité des populations et ont un impact direct sur la santé. Donc, le projet que nous mettons en œuvre avec l'appui de nos partenaires s'inscrit dans cet engagement national-là. Son objectif vraiment global est de protéger l'environnement à travers une meilleure gestion des déchets, la réduction de l'empreinte carbone et le renforcement de la résilience communautaire. Donc, plus précisément, nous visons 5 objectifs qui sont de réduire l'empreinte carbone et la production de déchets, renforcer la capacité d'adaptation des populations au changement climatique, promouvoir les bonnes pratiques environnementales, encourager l'utilisation des énergies renouvelables et enfin, c'est d'assurer l'appropriation communautaire des acquis
des acquis pour que les effets soient durables. En d'autres termes, je dirais que nous cherchons juste à faire de la santé un levier d'action climatique au niveau local. Diapo. Pour agir efficacement, nous avons commencé par mieux comprendre notre empreinte environnementale. Nous avons donc réalisé un exercice de caractérisation des déchets de produits pour notre organisation. Donc, cet exercice s'est déroulé du 15 juillet au 14 août 2023 et a concerné 3 projets exécutés au niveau de notre coordination nationale à Bamako. Donc, au total, 314 kg de déchets ont été collectés et analysés. Donc, la répartition est la suivante. C'était 55% de déchets généraux, donc ce qui inclut les déchets alimentaires et végétaux. Donc, nous avions eu 19% de plastique, 19% de papier carton, 6% de déchets médicaux et moins d'1% de métal. Donc, ces résultats nous montrent que la majorité vraiment des déchets proviennent du siège avec une proportion de déchets généraux. Donc, cette connaissance nous a permis de cibler nos efforts de réduction et de gestion. Donc, c'est une étape très importante pour toute organisation vraiment qui souhaite adopter une démarche bas carbone. Diapo. Euh, L'intervention en lien avec la gestion, le diapo suivant va nous parler d'une étape clé qui a été d'évaluer vraiment la gestion des déchets dans les CSRF, dans les centres de santé de référence de Douila et Fana. Donc, à Douila, comme vous pouvez le constater, il y a 2 tableaux. Il y a l'évaluation de la gestion à Douila, l'évaluation de la gestion des déchets par unité dans le CSRF de Douila et de l'autre côté, c'est celle de Fana. Donc, à Douila, seule la maternité a atteint un niveau de performance satisfaisant avec 86%, tandis que les autres ont obtenu des scores compris entre 61 et 79. Donc, à Fana, dans le tableau de droite, le laboratoire a enregistré 82%, mais les autres unités ont également montré des insuffisances importantes dans le tri et le stockage de déchets biomédicaux. Donc, ces évaluations nous ont permis d'identifier euh, des priorités claires pour la formation et la dotation en équipe. Donc, en somme, je dirais que ces résultats montrent qu'il y a une base solide, mais aussi des marges importantes de progression. Jaco. Voilà, après la formation, on a fait une remise de poubelle pour le tri sélectif des déchets dans le centre de santé de Fana, qui a eu lieu en 2024. Japo. Et les évaluations ont mis en évidence plusieurs insuffisances majeures donc, qui freinent une gestion efficace et durable, je dirais, des déchets. Donc, en premier lieu, c'est l'absence d'un plan de gestion de déchets biomédicaux, une formation insuffisante, de personnel soignant. Donc, il y a 6 agents qui ont été formés sur 26. Aussi, faiblesse dans le tri des déchets à la source. Donc, là, il y a aussi 4 sur 15 unités qui respectent le tri, la maternité, l'ophtalmologie, les laboratoires. Donc, il y a aussi l'absence d'affichage sur les protocoles de gestion de déchets médicaux et absence de protocole de prise en charge en cas d'exposition au sang ou d'autres liquides biomédicaux, biomédicaux. Donc, ces constats ont été essentiels pour orienter les actions correctives à mettre en place. Donc, cela a également permis vraiment de renforcer le plaidoyer de l'AMCP auprès des partenaires pour des appuis techniques et financiers ciblés. Diapo. Euh, Suite à ces constats, comme nous venons de le voir, plusieurs actions concrètes ont été réalisées
pour renforcer la durabilité environnementale de nos interventions. Tout d'abord, nous avons contractualisé avec Macro Waste SARL Mali, qui est une entreprise nationale spécialisée dans la gestion responsable des déchets. Donc, cela nous permet d'assurer le tri à la source et la valorisation des déchets des produits au niveau de notre coordination. Ensuite, nous avons installé des systèmes photovoltaïques dans les centres de santé de Douala et Fana afin de réduire l'émission liée à la consommation d'énergie. Nous avons aussi mené des actions de sensibilisation à travers les radios communautaires pour toucher un maximum de personnes dans les villages appuyés. Nous avons aussi renforcé la mobilisation communautaire grâce à la formation de comités environnementaux villageois et au reboisement dans 10 villages. Donc, ces interventions ont contribué, je dirais, à réduire notre empreinte environnementale et aussi à renforcer à renforcer la résilience communautaire face aux effets du changement climatique. Donc, cela nous montre que des solutions locales concrètes peuvent avoir aussi un impact réel et durable. Maintenant, je dirais que pour conclure l'ensemble de ces diapos-là, nous savons que cette démarche, on ne va pas s'arrêter ici, mais nous avons encore du chemin à parcourir, je dirais, pour renforcer vraiment notre impact, pour contribuer pleinement aux engagements climatiques au niveau du Mali. Nous sommes convaincus que l'action climatique doit être portée aussi par les acteurs locaux. Donc, ce sont eux qui sont en contact direct, je dirais, des communautés et qui peuvent transformer vraiment ces enseignements-là en résultats concrets. Bon, je ne terminerai pas sans dire merci à tous nos partenaires vraiment pour leur appui et à Climate Action Accelerator pour l'opportunité de partager cette expérience aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Oumou. C'était très intéressant de voir à la fois comment ça s'est passé au niveau de la caractérisation et surtout de voir les actions que vous avez pu mettre en place suite à cette caractérisation, ce qui est quand même le but de justement de tout ce process de caractérisation. Du coup, on va prendre on va faire une petite séance de questions-réponses suite à l'intervention de Oumou. Donc, je vais voir dans le chat si jamais il y a des questions. Oui, il y a 2 questions Ok, normalement. donc oui, je vois qu'il y a 2 questions, donc 2 questions de Alice. Comment MCPSP a fait pour sélectionner Macro Waste pour le tri et le recyclage? Et ensuite, quelle méthodologie vous avez adoptée, j'imagine, pour la sélection du fournisseur? Ok. Euh, euh, Merci beaucoup, Alice, pour la question. Elle est très pertinente. Pour le choix de MacroWest Ltd SARL, nous avons suivi une démarche à la fois technique et transparente. Je dirais, premièrement, nous avons fait une analyse des besoins de la MCP, notamment la nécessité d'avoir un partenaire capable vraiment d'assurer le tri à la source et la valorisation des déchets tout en respectant vraiment les normes environnementales au Mali. Deuxièmement, nous avons identifié les prestataires actifs dans le domaine. Plusieurs entreprises ont été contactées et évaluées selon des critères bien définis. L'expérience en gestion des déchets, la couverture géographique, la capacité logistique et technique et le respect des règlements nationaux en matière d'environnement. Et en dernier lieu, nous avons MacroWest a été retenu parce qu'elle est la première entreprise d'assainissement au Mali spécialisée dans le tri à la source et le recyclage avec une présence dans plusieurs régions et une bonne réputation technique. Enfin, nous avons aussi formalisé ce partenariat à travers un contrat clair définissant les responsabilités de chaque partie, les modalités de collecte, de transport,
aussi de valorisation des déchets. Donc, je dirais, ce processus nous a permis de garantir à la fois la conformité, la durabilité et la traçabilité dans la gestion des déchets produits par nos interventions. Merci beaucoup, Oumo. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les écrire directement dans le volet questions-réponses que vous pouvez voir dans la barre qui se situe en bas de votre écran. Euh, Sinon, moi, peut-être que j'ai une question supplémentaire justement par rapport à Macro Waste, parce qu'on sait que dans le contexte de beaucoup de pays africains, en fait, justement, on manque de solutions de valorisation des déchets. Et j'aimerais savoir justement si Macro Waste prend en charge tous les types de déchets, parce qu'on a les déchets généraux d'une part, donc tout ce qui va être papier, plastique, métal, déchets organiques. Mais après, il y a tout ce qui est déchets dangereux aussi, ce qui pose souvent plus problème pour trouver les bons prestataires par rapport à ça. Donc, que ça soit sur les déchets biomédicaux, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et aussi ben, tout ce qui va être, par exemple, déchets de garage. Donc, j'aimerais juste savoir aussi si vraiment ils prennent l'intégralité des déchets en compte ou si vous avez dû aussi trouver des prestataires par autre catégorie de déchets si jamais ce n'était pas le cas. Merci. Donc, Oumou, peut-être je te laisse répondre à ça et après on prendra la question de Mariama. Oui, merci beaucoup Marion. En réalité, MacroWaste ne prend pas en charge l'ensemble des catégorisations de déchets, mais elle couvre une part significative de ce que nous produisons au niveau de MCP et SP. Donc concrètement, elle s'occupe de tout ce qui est déchets généraux et recyclables, le plastique, le papier, carton, le métal et les déchets organiques. Donc, ces types de déchets constituent la plus grande, le plus grand part, la plus, bon, le plus grand part, je dirais, de notre production comme l'a montré le monitoring. Donc, pour ce qui est des déchets dangereux, notamment les déchets biomédicaux, nous avons adopté une approche complémentaire. Donc, ces déchets restent gérés au niveau des structures de santé selon les protocoles nationaux en vigueur. Donc, l'AMCP a renforcé les capacités vraiment du personnel de santé sur la gestion responsable des déchets biomédicaux et les dispositifs internes ont été mises en place pour leur tri, le stockage sécurisé et prise en charge par des acteurs agréés. Donc, pour répondre directement à la question, MacroWaste couvre simplement la partie tri, collecte et la valorisation des déchets généraux et recyclables. Ok, merci. Donc, on a une question de la part de Mariama dans le chat. Donc, après la caractérisation, quelles actions concrètes ont été mises en place pour améliorer la gestion des déchets dans vos structures? Avez-vous, du coup, un an plus tard, déjà observé des changements mesurables? Et enfin, quel a été votre processus de financement par rapport à cette activité? Merci beaucoup, Mariama. C'est vrai, la question, elle résume très bien le cœur même de notre intervention. D'abord, les actions concrètes mises en place après la caractérisation. euh, Dès que nous avons eu les résultats du monitoring, nous avons déployé un ensemble d'actions ciblées pour corriger les insuffisances qui ont été identifiées. Concrètement, cela a concerné la formation des 26 agents de santé dans les deux centres de santé de référence sur la gestion responsable des déchets biomédicaux, la formation de 15 staff d'AMCPSP au siège sur le tri et la réduction et la réduction et le tri et la réduction à la source. Donc la formation aussi de plus de 300 acteurs communautaires sur la gestion des déchets et le reboisement dans 10 villages. Donc il y a eu la mise en place d'équipements adaptés, poubelles colorées selon les normes et la contractualisation, comme je viens de le dire, avec MacroWaste pour collecter et pour la collecte et la valorisation des déchets.
Donc, ensuite, les changements observés un an plus tard, je dirais que nous avons constaté une évolution concrète mesurable parce que 80% des arbres que nous avons eu à planter aujourd'hui sont toujours vivants et entretenus. Donc, il y a eu une meilleure application des protocoles de tri dans les unités formées. Il y a eu la réduction aussi, une réduction de la quantité de déchets non triés au niveau des structures appuyées. Aussi, il y a une implication aussi, il y a une implication très forte, je dirais, de la communauté locale à travers vraiment les comités environnementaux que nous avons créés dans ces villages-là. Donc, ce sont vraiment des signaux encourageants, même si, bien sûr, nous restons conscients euh, que la durabilité exige un suivi régulier. Mais enfin, sur le financement, l'ensemble de ces activités a été rendu possible grâce à un financement de Climate Action Accelerator à travers l'appui, comme vous le savez, du ministère fédéral allemand. Donc, ce financement a permis de couvrir aussi bien les investissements matériels, poubelles, systèmes solaires que la formation des actions communautaires. Donc, à moyen terme, je dirais, AMCP prévoit vraiment d'intégrer ces actions dans sa planification institutionnelle et de mobiliser des ressources complémentaires pour garantir vraiment leur pérennité. Donc, si je dois résumer, je dirais que nous avons agi immédiatement après la caractérisation. Nous avons des résultats visibles et nous avons bâti vraiment une base solide pour des actions durables. Même si c'est vrai que il y avait deux projets aussi qui étaient greffés au financement, et un à toi qui est terminé et l'autre qui malheureusement a pris fin à cause de l'arrêt des projets de USAID. Donc, tout ce qui est les nouvelles composantes, on est en train d'intégrer vraiment tout ce qui est dimension climat environnemental à tous les nouveaux projets au niveau de la MCPSP. Merci. Merci beaucoup. Ah, je crois que Pascal a une question. Oui, merci Marion, merci beaucoup Mousse, c'est très intéressant. J'ai une question pour toi. Tu nous as montré deux tableaux où vous avez fait un calcul de performance en pourcentage. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment vous avez fait ce calcul de performance, s'il te plaît? Oui, le calcul de performance par rapport au tableau. Pour obtenir le pourcentage de performance, nous avons utilisé une grille d'évaluation vraiment basée sur les critères nationaux de gestion non, de gestion de déchets biomédicaux. Donc, concrètement, chaque unité fonctionnelle des centres de santé a été évaluée sur un certain nombre de critères standardisés. Par exemple, existence d'un plan de gestion des déchets, tri à la source, disponibilité des poubelles codifiées. Aussi, il y avait l'affichage des protocoles et équipements de protection, entre d'autres. Donc, chaque critère valait un certain nombre de points. Et à la fin, nous avons fait le calcul suivant, de savoir que la performance était égale au score obtenu, le score obtenu total possible multiplié par 100. Par exemple, une unité notée sur 28 points, si elle obtenait 24, le calcul donnait, par exemple, 24 divisé par 28 multiplié par 100. Donc, ce qui nous fait une performance je dirais, de 86%. Donc, ce système nous a permis vraiment d'avoir une mesure, je dirais, objective et comparable entre les différentes unités des deux centres de santé. Donc, cela a aussi facilité vraiment le suivi dans le temps pour voir où des progrès sont faits, où il faut faire des renforcements où les renforcements sont encore nécessaires. Voilà. C'est vrai que
quand le projet était mis en œuvre, je n'étais pas là, mais de ce que j'ai lu et les explications que j'ai eues vraiment de mes prédécesseurs, je pense que c'est comme ça que tout a été, la base a été calculée. D'accord, c'est très intéressant. Alors, il faudra que vous partagiez, qu'on partage cette méthode parce que ça peut intéresser d'autres partenaires, effectivement. Comme vous avez pris des critères tangibles et ça peut être intéressant de le partager avec d'autres partenaires. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Merci. Alors, je vois qu'il y a une main levée de la part de Salé. Donc, si jamais vous pouvez écrire plutôt votre question dans la section questions-réponses, je pense que ça nous aiderait à suivre. Voilà, donc sinon, je pense qu'on peut passer justement au prochain intervenant, à Babacar, qui est avec nous et qui du coup va nous expliquer le cas de Agora et donc tout le process de caractérisation des déchets qu'on a eu à mettre en place ensemble au début de cette année, début 2025. Donc, je laisse la parole à Babacar. Merci Marion, bonjour à tout le monde. Merci à Pascal et Oumou pour leur présentation. Bon, je vais faire la présentation de Agora. Agora est une ONG de santé publique fondée depuis 2017 qui se trouve au niveau de Saint-Louis et œuvre pour la santé et le bien-être des populations à travers des programmes, projets aux dimensions communautaires, événementielles et scientifiques. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire et nous avons 5 priorités d'activité, notamment la nutrition, la santé, mère et enfants, l'autonomisation et la protection des femmes et des jeunes filles, et l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive, la promotion de la santé. Nous avons aussi la recherche et l'innovation. Slide. Bon, nous avons assuré le monitoring sur 3 sites au niveau de Saint-Louis. Nous avons le bureau qui a concerné 15 personnes, notamment le personnel, le gardien et la femme de ménage. L'unité de transformation des produits céréaliers Niturugora qui est juste à côté du bureau, qui est composé de 11 personnes, notamment la chargée des ventes et les femmes qui font la transformation. Nous avons aussi le centre d'accueil Keriaï qui est à environ 300 à 400 mètres du bureau d'Agora, où nous avions 5 personnes. Il y avait le personnel de bureau, la cuisinière et aussi le gardien. Le monitoring s'est fait sur 28 jours, du 26 février 2025 au 26 mars 2025. Slide. La fréquence de monitoring. Bon, pour les déchets organiques, nous avons fait ça tous les jours au niveau du centre de transformation, au niveau du centre de transformation et du centre d'accueil Keriaï, parce que nous étions en mois de Ramadan et qu'il y avait des activités au niveau de l'unité avec la transformation des produits et tout. Et aussi au niveau de Keriaï, il y avait des pensionnaires qu'on faisait la prise en charge. Et pour les autres décès, nous faisons ça de manière hebdomadaire. Bon, pour la production des décès, les décès généraux, nous avons 143,7 kg, dont les déchets organiques qui représentent 64%, et les déchets de garage, 4,5 kg de déchets. Et pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous n'en avons pas généré durant cette période. Slide. Voici un tout petit peu un graphique qui montre ce que je disais tantôt. Donc, si on voit sur la répartition des déchets généraux, nous voyons que les déchets organiques sont à 63,8%. Donc, c'est les déchets qui étaient
beaucoup plus important lors du monitoring. Et si nous comparons les 3 sites, il y a le site Kriaï qui était à 46,5%. Comme je le disais tantôt, il y avait des femmes qu'on accueillait là-bas et qu'on faisait l'habituation et qui ne faisaient pas le ramadan. Du coup, c'était important pour que ces déchets organiques puissent bien être représentés là-bas. Slide. Toujours sur le monitoring des déchets, nous voyons aussi 17,3 de kilos de plastique, 70% des déchets. Donc, ces déchets-là, c'est couvert par des couches usagées parce que comme on accueille des femmes qui ont leurs enfants et tout, l'utilisation des couches usagées est fréquente là-bas. Du coup, ces couches usagées vont normalement au niveau des déchets composites. Et pour les déchets organiques, avec 88,8 kg sur un taux de 63%, ces déchets-là étaient beaucoup plus importants au niveau de l'unité de transformation parce que nous faisions toujours la transformation des produits, même dans le mois de Ramadan, et aussi au niveau de Kriaï parce qu'il y avait des femmes à prendre en charge. Slide. Voici les solutions que nous avons proposées. Généralement, au niveau du bureau, on utilise par exemple un bol commun où nous partageons le déjeuner entre collègues. Et nous pensons aussi réduire, par exemple, les déchets que nous produisons lors de nos ateliers de formation, soit au niveau du bureau, soit à l'extérieur, en mettant en place des bonbons d'eau, des stocks de vaisselle qu'on va réutiliser. Et pour les plastiques, au niveau de l'unité de transformation, nous faisons la transformation des produits céréaliers comme le mil, le maïs et autres. Du coup, on utilisait par exemple ces sachets-là et nous travaillons pour mettre en place ces sachets en papier qui est 100% biodégradable. Et ces sachets-là, ces boîtes-là sont déjà disponibles avec nos produits. Et pour Kriaï, peut-être acheter ou solliciter des dons de couches, soit au niveau de l'Afrique, pour éviter des déchets couches usagés. Slide. Toujours sur la proposition de solutions pour valoriser les déchets, soit continuer le tri au niveau des sites, prendre contact avec des structures qui sont au niveau de Saint-Louis, comme Ecotree, pour la collecte. Et pour les déchets organiques, nous avons déjà mis un système en place parce que d'habitude, les déchets organiques sont donnés aux animaux, soit c'est le gardien qui amène ça au niveau de la maison ou bien les femmes transformatrices. Soit on peut aussi envisager un compost parce que nous avons un ferme qui se trouve au niveau de Ndialahar. On peut prévoir faire des composts là-bas pour pouvoir utiliser ça de manière biologique sur le maraîchage qu'on fait là-bas. Et pour les déchets de garage et les déchets d'équipements électriques et électroniques, il est important de faire stocker ces déchets-là et de pouvoir après trouver une valorisation fiable par rapport à ces déchets, soit contacter Ecotree, soit voir d'autres structures qui peuvent vraiment prendre en charge ces déchets-là. Aussi diagnostiquer et réparer ce qui peut l'être. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est important parce que des fois, nous avons tendance à vouloir quelque chose de nouveau alors que ce qu'on a déjà pour nous permettre de faire ce dont on a besoin. Donc, si on peut le conserver et l'utiliser de manière adéquate, je pense que c'est mieux. Slide. Nous organisons aussi des sensibilisations. Pourquoi pas contacter l'association Zéro Déchet Sénégal lors de nos ateliers, lors de nos formations, pour pouvoir sensibiliser la population
durant toutes nos activités. Bon, voici les défis que nous avons rencontrés. Difficulté de mise en place du tri des déchets, parce que si, par exemple, les membres de l'équipe ne comprennent pas, par exemple, le monitoring que nous voulons faire, ça va être un problème, parce qu'ils peuvent ne pas comprendre comment, par exemple, séparer les déchets, les mettre dans une poubelle ou dans une autre. Et aussi sensibiliser, par exemple, tout le personnel, c'est important. Parce que si on sensibilise, par exemple, seulement le personnel et on reste en rade, par exemple, le gardien ou bien la femme de ménage, par exemple, il peut y avoir des problèmes sur, par exemple, le contenu sur les poubelles ou bien même l'évidence des poubelles. Par exemple, s'ils ne comprennent pas, ils peuvent venir vider le poubelle alors qu'on a besoin de ces poubelles-là pour faire vraiment le tri et aussi pour avoir le poids des déchets sur différentes formes. Mais aussi la complexité de connaître les destinations. Des fois même, on demande par exemple aux charité ou bien aux GIE qui viennent prendre les ordures, où est-ce qu'ils l'amènent, c'est tout un problème. C'est-à-dire qu'on le met dans une grande poubelle, après il y a la SONAGED qui vient récupérer ces déchets-là. Mais pour savoir exactement où ces déchets-là sont déposés, c'est tout un problème. Et pour les perspectives, nous sommes en train de travailler sur la feuille de route. Nous allons bientôt le terminer et pouvoir expliquer à nos collègues pour mettre en place des solutions aussi, continuer le tri sur les différents sites, mais aussi sur nos différents projets aussi, continuer de faire les sensibilisations sur la caractérisation des décès. Merci, c'était tout pour moi. Et Oui, voilà, merci beaucoup Ababacar pour la présentation. Alors, encore une fois, hein, je vous rappelle que vous pouvez mettre vos questions directement dans le volet Q&A. Donc, on a une question. Je pense que ça s'adressait à Oumou, c'était la main levée de Salé, mais ça sera aussi valable pour Ababacar parce que je pense que la question se pose dans n'importe quel pays. Donc, en fait, c'est après la collecte et le tri de ces déchets. Ababacar vient en plus d'évoquer ce volet-là qui est parfois un peu complexe. Quelle est la chaîne de traitement finale et est-ce que les déchets vont être utilisés pour d'autres fins? Donc peut-être qu'on peut avoir Oumou pour le Mali, puis Ababacar pour le Sénégal. Enfin, sachant que chaque région en plus a ses particularités, hein. Donc tu pourras parler de Saint-Louis et peut-être que je pourrais aussi parler de Dakar. Ok. Merci beaucoup, Salé. Ça fait plaisir de te lire. La question, je pense qu'elle touche la valeur ajoutée et réelle, je dirais, de la gestion responsable des déchets. Voilà. Dans notre cas, je dirais, une fois les déchets collectés et triés à la source, deux circuits sont mis en place en fonction, je dirais, du type de déchets. Pour les déchets recyclables, c'est-à-dire le plastique, carton, métal, déchets organiques, ils sont récupérés par Macro Waste Ltd, qui les transporte vers une unité de valorisation. Donc, le plastique et le métal sont en général recyclés et revendus dans les circuits industriels locaux. Le papier, quant au papier et le carton, et eux, ils sont réutilisés ou transformés pour d'autres usages. Maintenant, une partie des déchets organiques est compostée, je dirais, est compostée pour la valorisation agricole. Maintenant, pour les déchets biomédicaux, comme je l'avais dit plus tôt, qui sont considérés comme dangereux, ils ne sont pas confiés à Macro-Waste. Ils sont gérés par les structures de santé selon les protocoles nationaux
Donc, stockage sécurisé, traitement par incinération ou autre méthode réglementée. Donc, au final, cette approche va nous permettre de réduire la part de déchets enfouis ou brûlés, aussi de valoriser les déchets recyclables et de garantir enfin une gestion sécurisée des déchets dangereux. Donc, c'est une manière concrète, je dirais, de transformer ce qui était une contrainte en une opportunité, je dirais, environnementale et économique locale. Voilà. Ababacar. Oui, merci Marion. Merci Saleh pour votre question. Bon, pour nous, je pense que, comme je l'ai dit tantôt lors de ma présentation, pour les déchets organiques, nous avons déjà une solution par rapport à ça. On utilise ça comme, par exemple, aliment pour les animaux. Nous espérons aussi peut-être faire du compost à travers ces déchets-là. Pour les autres déchets, nous avons par exemple une grande poubelle au niveau de Agora. Si on fait le tri, on est obligé de regrouper ces déchets-là parce qu'il y a une charrette qui va passer et qui va déposer ça au niveau d'un dépôt qui se trouve à côté ou bien dans les poubelles que la SONAGED peut mettre en place. Après, ça va être acheminé dans un autre lieu, je pense, qui est juste à l'entrée de Saint-Louis, voilà, pour être brûlé, je sais pas, je pense que c'était ça. Ouais, donc peut-être pour compléter, pour donner quelques informations par rapport au Sénégal, c'est vrai que enfin, déjà, ça peut être complexe en zone urbaine d'avoir les bons prestataires pour la valorisation des déchets. Ça le devient encore plus quand on est en zone rurale. Donc, selon là où sont localisées les organisations, ça peut être difficile de trouver les solutions de gestion des déchets. On a quelques prestataires au Sénégal et donc c'est pour ça que suite justement au monitoring déchets, à la feuille de route, on essaiera de voir pour que Agora puisse contracter avec une entreprise comme Écoterie à Saint-Louis qui fait de la collecte différenciée pour ensuite acheminer vers, enfin, en tant qu'intermédiaire, pour acheminer vers des personnes qui seront en charge de recycler par type de matériaux. Pour les déchets biomédicaux, il y a aussi, enfin, c'est soit les organisations prennent ça en charge selon les protocoles, mais il y a aussi une entreprise qui existe qui s'appelle Dr 7 qui fait du traitement de déchets biomédicaux au Sénégal. Et enfin, sur l'aspect déchets d'équipements électriques et électroniques, qui est très important, je ne sais pas ce qui en est fait vraiment au Mali, ça n'a pas été mentionné, mais on a aussi une entreprise qui s'appelle CETIC qui va venir collecter ces déchets-là auprès des organisations pour pouvoir les acheminer vers les bonnes filières. Mais du coup, j'en profite aussi pour dire que, en fait, la gestion des déchets, comme on voit bien que le système n'est pas toujours viable, le but de la caractérisation, c'est aussi de voir ce qu'on produit le plus comme déchets et de voir en fait par quoi comment ça pourrait être évité en fait. Si par exemple on voit qu'il y a beaucoup de sachets plastiques, qu'il y a beaucoup de bouteilles en plastique dans nos poubelles, en fait on peut plutôt se dire qu'on va chercher quelqu'un pour recycler ces bouteilles, se dire comment on va faire pour ne pas les produire et mettre en place des bonbonnes d'eau, par exemple. S'il y a beaucoup de déchets liés à la vente à emporter, réfléchir à comment on va organiser pour la restauration au bureau. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est importante une fois qu'on identifie les déchets qu'on produit. Donc, j'enchaîne sur la prochaine question. Donc, il me semble que vous l'avez mentionné, mais au total, combien de temps avez-vous mis pour faire la caractérisation de vos déchets, puis identifier les recycleurs et mettre en place les mesures de réduction et tri? Donc, je pense la question s'adresse aussi bien à Oumou qu'à Babacar. Peut-être on va faire commencer à Babacar cette fois et Oumou prendra le relais ensuite. Oui, merci Alice pour votre question. Bon, nous, notre monitoring, nous l'avons fait sur 28 jours. 28 jours de caractérisation des déchets. Pour l'identification des recycleurs, nous l'avons fait ici
dans les 28 jours, hein, parce que nous avions des calls de temps en temps pour voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter par rapport à de tels défis et tout. Et pour la mise en place des mesures de réduction de tri, nous avons aussi discuté avec Climate Action Accelerator pour pouvoir voir comment mettre en place les différents poubelles en fonction des déchets que la structure produise. Mais je dirais qu'on est du coup encore dans le process parce qu'en fait, ça a été fait en début d'année. Là, on est dans la finalisation des feuilles de route. Donc, c'est aussi là maintenant que ça va être important de pouvoir mettre en place les solutions de réduction et de gestion. Oui, Oumou, vas-y. Oui, merci pour la question. Je dirais en réalité, tout le processus de la caractérisation de déchets à la mise en place des mesures concrètes de réduction et de tri s'est déroulé sur une période de 6 mois. La première étape, la caractérisation proprement dite, s'est déroulée sur un mois, précisément du 15 juillet au 14 août 2023. Donc, pendant cette période, nous avons collecté, trié et analysé les déchets produits à la fois au siège de la MCPSP et dans les structures appuyées. Donc, deuxième étape, c'était l'identification et la sélection du prestataire pour le recyclage. En l'occurrence, Macro Waste, donc a duré 2 mois. Donc, ce temps a permis de faire vraiment des consultations, d'analyser les capacités techniques des prestataires et de contractualiser. Et la troisième étape, c'était la mise en œuvre des mesures de réduction et de tri. Donc, y compris les formations, la dotation en équipement et la sensibilisation communautaire s'est faite sur 3 mois. Donc, en tout, le processus a pris 6 mois, un délai raisonnable donc, qui nous a permis d'avancer de manière, je dirais, structurée et participative, tout en impliquant les différentes parties prenantes, que ce soit les personnels de santé, la communauté, collectivité territoriale et bien sûr le prestataire privé. Merci pour la réponse. Alors, on a voilà, Alice qui dit merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les mettre. Mais moi, j'aurais une question pour Agora, pour Aboubacar. En fait, c'est vrai que vous avez du coup deux types de structures différentes, de domaines d'action. Donc AMCPSP plus dans la santé et Agora plus dans la nutrition. Et c'est vrai on l'a évoqué rapidement tout à l'heure par rapport au packaging. J'aurais aimé en savoir plus sur quelle a été votre stratégie, parce qu'on sait que justement dans la nutrition, il y a énormément de déchets qui sont générés par le packaging, qu'il y a beaucoup de déchets plastique, de déchets en mix plastique et aluminium. Il y a beaucoup de microdoses, etc. Et donc, comment vous avez justement élaboré et réfléchi à votre stratégie pour aller vers des nouveaux types de packaging? Merci Marion pour votre question. Bon, de base, hein, nous tenons compte à tout ce qui est santé, environnement. Du coup, avec les sachets, nous avons discuté en équipe pour pouvoir aller des sachets plastiques qui polluent l'environnement aux boîtes carton qui pourront peut-être réutiliser ou biodégradables. Ce processus-là a été un processus qui n'était pas facile. Du coup, parce que remplacer les sachets plastiques au niveau de Saint-Louis à des boîtes, ça a un coût déjà. Il faudrait un financement pour pouvoir faire ça. Et, il faudra aussi trouver aussi le modèle adéquat pour pouvoir mettre les produits que nous produisons au niveau de notre unité de transformation. C'était ça. Si
Vous Et, voulez et, beaucoup plus ouais, d'informations par rapport à un aspect. et du coup, justement, ça faisait partie d'un projet plus global enfin, justement, avec un financement particulier pour ça. C'était vraiment quelque chose que vous avez décidé ou l'une des contraintes aussi des bailleurs avec lesquels vous travaillez? Non, c'est quelque chose qu'on a décidé en équipe parce que l'unité de transformation n'a pas de bailleur, c'est Agora qui gère l'unité de transformation pour le moment. Bien vrai que nous cherchons toujours des bailleurs pour pouvoir agrandir l'unité de transformation, mais aussi agrandir notre gamme de produits qu'on est en train de produire au niveau de l'unité. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être, Pascal, je ne sais pas si tu avais une question pour Agora. Alors, c'est pas directement une question, mais c'est une réflexion qui me vient par rapport à la sous-traitance de la gestion des déchets. Je pense que c'est une bonne chose. Ce que MCP a fait donc à Bamako, ils ont identifié beaucoup de déchets au bureau, donc ils ont contracté quelqu'un sur place. C'est une bonne chose. Il y a des initiatives très intéressantes. Par exemple, au Ghana, il y a une très grosse société qui s'appelle Zoom Lion, qui traite les déchets médicaux, qui fait du compost écologique, etc. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, c'est très bien, qui montre d'ailleurs qu'il y a une valeur financière aux déchets. Ce sont des entreprises qui dégagent des bénéfices par rapport au traitement des déchets. Donc, il y a des opportunités dans ce cadre-là. Il y a une chose à laquelle il faut bien faire attention, toujours par nous-mêmes aller voir les destinations finales. Sous-traiter et ne plus s'occuper du tout des déchets, je pense que c'est pas suffisant. Sous-traiter, c'est bien, mais il faut quand même aller voir de temps en temps ce qui se passe avec nos déchets. Et on peut avoir beaucoup de surprises. J'ai toujours l'exemple typique, mais qui est important, du choléra à Haïti. Le camp des soldats UN sous-traitait l'assainissement du camp à une société locale qui ne faisait pas son boulot, qui balançait tout dans la rivière et qui a amené le choléra dans tout Haïti. Donc, et finalement, ça a été le camp, les soldats UN, l'Organisation des Nations Unies, qui a été montré du doigt. Et c'était leur faute puisqu'ils surveillaient jamais ce que faisaient les sous-traitants. Donc, vous voyez, c'est très important. Sous-traiter, ça peut être bien parce que le traitement peut être bien mieux, mais il faut aller voir in fine ce qui se passe. On ne peut pas juste comme ça, sans laver les mains et plus rien faire. Il faut vraiment voir ce qui se passe. On en a la responsabilité. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, pour le coup, il y a de plus en plus de prestataires, en tout cas c'est le cas au Sénégal, qui font un vrai reporting quant à la traçabilité des déchets qui sont collectés. Je pense par exemple à Cetic, quand ils viennent collecter les déchets, ils pèsent les déchets par catégorie de déchets. Donc par exemple, je sais pas, ils vont collecter 5 kilos de plastique, 2 kilos de papier, etc. Et en fait, ils écrivent à côté le prestataire final, la destination finale des déchets. Donc, comment les déchets vont être traités une fois qu'ils vont être collectés et par qui. Donc, évidemment, il y a ce pas supplémentaire à faire pour s'assurer, par exemple, que, je sais pas, Proplast va bien broyer le plastique et ce qu'ils vont en faire après, ou alors IDEX, qu'ils en font bien des boîtes à eux, mais déjà d'avoir un reporting un peu certifié sur la traçabilité et le poids des déchets qui sont collectés, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Donc, toujours bien demander, oui, aux fournisseurs, aux prestataires, ce qu'ils vont faire effectivement des déchets qui sont triés, parce que c'est aussi arrivé avec d'autres prestataires que
En fait, ils collectent les déchets différenciés, mais après, ils remettent tout ensemble. Et en fait, ça part à la décharge comme habituellement, sans qu'il y ait de différenciation en termes de filière de valorisation. Voilà, tout à fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, Ouais, on est responsable de nos ouais, c'est déchets ça, jusqu'au bout. Il faut aller effectivement. voir ce qui se passe au bout de la chaîne. Mm. Alors, je vois pas d'autres questions pour le moment dans le chat, mais on arrive de toute façon petit à petit à la fin de notre webinaire, comme il est 11h55. Donc, si jamais il y a une dernière question, n'hésitez pas à l'inscrire. Sinon, je pense on peut petit à petit aller vers la clôture. Voilà, Euh, oui, vas-y, Pascal. pardon. Alors, moi, je voulais dire un mot par rapport à cette méthodologie de caractérisation des déchets. Le Climate Action Accelerator a fait une boîte à outils qui s'appelle caractérisation des déchets et qui est disponible en open source sur notre site du Climate Action Accelerator. Et vous avez l'adresse ou le lien dans le chat. Là, moi, je ne peux pas le voir, mais normalement, vous avez le lien dans la conversation. Oui, effectivement, ça a été posté, donc n'hésitez pas à aller voir tout le toolkit et après, c'est vrai que ça peut sembler complexe au début, mais en s'y mettant pas à pas et en regardant les tableaux, aussi en adaptant aux déchets qui sont produits par organisation, ça devient de plus en plus facile et c'est une bonne manière aussi d'intégrer toute l'équipe dans ce processus. On l'a vu avec les différentes organisations avec lesquelles on a travaillé, que ça a créé une certaine dynamique collective, ce moment de monitoring déchets, et que ça permet une prise de conscience et une sensibilisation en même temps. Voilà. Euh, donc, ben, merci beaucoup, Oumou et Ababakar, pour vos témoignages et Pascal pour l'explication justement de tout le process. J'espère que ça va donner envie à beaucoup d'autres organisations de se lancer. En tout cas, ben, au niveau du Climate Action Accelerator, on reste disponible pour vous accompagner dans tout ce process. Et du coup, ben, pour vous parler rapide, je le disais au départ, en fait, ce webinaire, c'est le troisième d'une série de 5 ou 6 webinaires, Pascal? 5. Cinq webinaires. Donc, on en a eu un premier sur les feuilles de route, la semaine dernière sur la collecte des sachets de Plum Peanut et cette semaine sur la caractérisation des déchets. Et du coup, la semaine prochaine, on aura, donc si on peut passer au slide suivant, la slide suivante. Ah ben, du coup, on n'a pas mis de slide particulière là-dessus. Mais donc, on aura le webinaire sur la solarisation et la technique des toits blancs, donc qui a été utilisée par plusieurs organisations pour réduire la consommation d'énergie. Et donc, ben, on vous invite à participer la semaine prochaine à ce prochain webinaire. Et le dernier, Pascal, ça sera du coup dans 2 semaines. Et la thématique, je l'ai plus en tête. C'est l'agroécologie. Ouais, sur l'agroécologie et comment, en fait, même si c'est pas le cœur de métier de l'organisation, ça peut aussi être intégré à différents types de projets. Donc, on vous attend la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains webinaires. Et ben, les autres webinaires seront de toute façon disponibles en ligne. Donc, vous pourrez partager aux équipes qui n'ont pas forcément pu participer aujourd'hui et aux autres partenaires. Et encore une fois, on vous encourage à vous lancer dans ce process de caractérisation qui est la première brique pour aller vers une réduction des déchets tout d'abord, puis une gestion plus durable.
Et donc, merci encore une fois à Pascal, Oumou et Ababacar pour vos présentations et interventions. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Marion. Merci, Ababacar. Merci à tous. Merci Bon beaucoup, après-midi. Marion. Merci, Pascal. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci, plaisir partagé. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation et à la semaine prochaine du coup.